Nous allons parler des hôpitaux au Togo. Et les hôpitaux tuent dans notre pays. Ça, nous le disons, c'est un secret de polichinelle. Et l'affaire qui a encore ressuscité ce phénomène, ces derniers temps, les gens en parlent. C'est l'affaire de cette jeune dame qui, voilà, donné la vie, est morte. Je veux parler de Ornella Lène. Joël, vous avez entendu parler de cette affaire, une jeune dame qui était tombée quand elle a touché. L'affaire de Ornella Lène intervient dans un contexte des plus, je dirais, des plus paradoxal et des plus inédits. Parce que je veux remonter un peu dans le temps. C'est en 2012 que le programme Karma, campagne nationale de prévention pour limiter la mortalité néonatale, a été lancé avec des bandeaux, on a tambouriné, fait du bruit. On dit pour limiter les mortalités néonatales. La femme qui va aller accoucher là, on fait tout. Et dans la cagnotte, il y avait près de 9 milliards, je crois, qu'on avait mis. On était là quand Muskoka, financé par la coopération française, l'OMS, etc., a été mis en place. 13,5 millions d'euros. Toujours pour sauver la mortalité, enfin éviter la mortalité néonatale. Tout ça, on a fait le compte à personne. Ça n'a pas suffi. Nous étions là quand on est parti réfléchir pour dire non, maintenant, on va donner nos plus puissants, Wezou, la vie. Que plus jamais personne ne mourra. Et dans la cagnotte, on a mis 3 milliards. Pendant que le projet a connu une phase pilote, à Kara, on dit non, c'est suffisant. C'est satisfaisant. On le met en place. Wezou a été lancé à peine 3 mois. On avait déjà crié. On a déjà crié, en ce qui nous concerne, nous, à la rédaction, dans nos publications, que c'est du bidon. On est dans une gouvernance de la diversion. Vous parlez de Wezou pendant qu'on n'a pas de sage-femme qui font l'accouchement. C'est-à-dire que les acteurs qui interviennent dans l'accouchement pour sauver la vie, ils sont en effectif insuffisant. Et ça fait au moins 5 ans que l'association des sages-femmes est en train de crier, de taper poing sur la table, de claironner que non. Ils sont débordés. Il n'y a pas suffisamment de sages-femmes. On met en place au réseau et Ornella meurt. Ça y est, on a un cas de mortalité néonatale. Mais le problème, c'est que des Ornella Lène, il y en a tous les jours. C'est parce que les réseaux sociaux ont parlé de cas d'Ornella Lène que ça fait autant tabac. La famille a choisi de ne pas se taire. Il y a plein de familles qui se sont tuées. Des Ornella Lène meurent tous les jours. Et c'est en cela où on a été étonné que la présidente des Femmes Unies monte au créneau pour dire non, que c'est l'expression des conditions exécrables dans nos hôpitaux. Mais attends, qui gouverne? Qui rencontre? Qui gouverne? Qui a créé ces conditions exécrables là dont Madame Raymond Kayi-Lawson parle? Elle ne savait pas que le régime, que les hôpitaux étaient exécrables avant d'aller faire allégeance, d'aller rejoindre corps et âmes. Même les prêtres en ont parlé fatigués. Sa famille en a parlé fatiguée. Mais quand vous poursuivez des intérêts personnels, ça veut dire que vous avez un problème d'existence. Vous ne poursuivez que le moi, sans mettre au-dessus le bon sens, la raison. Mais il ne faut pas qu'on vienne se plaindre. Moi, je dis, je m'incline une fois encore devant la mémoire de Ornella, mais sa mort, il faut que tous ceux qui, proches d'elle, ont fait des choix, assument également sa mort. Il faut qu'ils assument la responsabilité parce que c'est le lieu. C'est facile de dire, bon, Ferdinand et Joël, là, ils se réunissent là-bas sur le plateau, ils dénoncent, ils ne connaissent pas les réalités. Ils ne connaissent pas, il y a des réalités, quand on leur explique, ils vont changer de langage. Pourquoi on se plaint qu'on est là, soit mort, dans les hôpitaux d'un régime que vous soutenez?
Mais Madame Raymond a fait le tour, elle est allée jusqu'en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour demander aux Togolais de nous que le régime est bon, qu'il faut le soutenir, non, il faut comprendre certaines choses, sinon vous allez seulement naviguer, etc. Bon, elle se plaît. Et moi, je ne souhaite pas que ça arrive à croire quelqu'un, mais que ça serve de leçon pour que le régime, enfin pour que ceux-là qui ont rejoint le régime dans l'espoir de le corriger là, amène vraiment le régime à se corriger pour qu'on ait des hôpitaux acceptables. Je m'en tiens là pour le moment. Merci beaucoup, Joël. Oui, effectivement, on est décédé, on accuse des gens, on parle de sanctions, et quand on voit la sanction et ce qui s'est passé, les gens ne sont pas contents. Oui, les gens ont raison de ne pas être contents. Il y a des questions sur lesquelles nous devons être intraitables avec le régime qui gouverne le Togo. Et quand on le dit, les gens pensent que, bon, parce que vous n'aimez pas le régime. Les questions d'infrastructure, les questions des hôpitaux, les questions d'école, les questions d'eau, hein, c'est des trucs basiques dans un pays. Quand les gens sont malades, il faut qu'ils se soignent. Quand les enfants qui veulent aller à l'école. Dans un pays où on dépense de l'argent pour des futilités, on n'est pas capable de construire des centres de santé, des hôpitaux dans les quartiers. Parce que l'affaire, on est là. Au-delà de la négligence des sages-femmes, dont je trouve d'ailleurs aussi la sanction assez clémente. Mais j'invite la famille, j'invite la famille à se plaindre à la justice parce que ça, c'est des sanctions administratives, il faut aller au pénal. Et l'affaire, on est là, ce n'est que la face, c'est pas la face visible de l'iceberg. En fait, au Togo, c'est l'hôpital qu'il faut soigner. Au Togo, c'est l'hôpital qu'il faut soigner. Et ça fait des années que nous, journalistes comme ça, avec nos longues bouches là, nous clairons depuis des années sur les conditions de nos hôpitaux. On a fait des dossiers, on a fait des débats, on a pris des images choquantes. Nous avons relayé les appels des médecins, c'est fort tout ça. Nous avons dénoncé des choses dans ce pays. Mais il y a des gens qui nous ont dit non, que nous exagérons, que c'est toujours nous. Parce que ce qui s'est passé de Wetrivikondi au CHU, c'est le manque d'infrastructure. Je ne sais pas si vous voyez. Au-delà du fait qu'il y a eu cette bêtise ou cette négligence à Wetrivikondi, comment se fait-il qu'un centre de santé comme celui de Wetrivikondi, qui a une histoire, qui est un centre de santé de l'ancien temps, n'a pas un véhicule médicalisé? Comment se fait-il que ce centre n'a pas d'ambulance? Et quand on parle des ambulances là, nous en avons parlé ici jusqu'à ce que la barre soit dans le bûche. Qu'on dit à le rang de hôpital préfectoral. Oui. Comment se fait-il que ce centre de santé n'a pas d'ambulance? Vous vous rappelez, il y a 3 ans, 2 professeurs titulaires ou agrégés, je ne sais pas quoi, médecins, sont morts. Le professeur Foligan, qui a fait un accident sur la route de Palimé, et le professeur Bakondé. Mais il n'y avait pas d'ambulance. Avant, il y avait le professeur Suarez. Oui, voilà. Le docteur Suarez qui est décédé. Il n'y avait pas d'ambulance. Ça veut dire que même le personnel de santé est victime de ça. Ils sont morts. Et c'est des cerveaux pour le pays. Vous avez vu au Ghana là, vous avez vu au Bénin, vous avez vu au Rwanda. C'est des chefs d'État, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils allient des centaines d'ambulances. Quand ils achètent ça, ils montent ça. Et on distribue à tous les districts. Depuis qu'on est au pouvoir au Togo, là, depuis 16 ans, là, on a acheté combien d'ambulances? C'est un tricycle. C'est un tricycle qu'on offre comme ambulance. On a acheté combien d'ambulances? C'est un tricycle qui complique même la santé du patient. On a acheté combien d'ambulances? Vous imaginez que lorsque les sages-femmes étaient dépassées dans l'affaire, on est là, et qu'elles ont compris qu'il y a une complication et qu'elles ne peuvent plus, quel est le système qui leur permet de référer le malade à un centre beaucoup plus huppé? C'est-à-dire que, est-ce que dans notre pays, il y a un système d'appel automatique ou de call center, si je peux parler en anglais, qui permet par exemple à l'hôpital de Baie, ici, qui envoie une urgence au CHU, en appelant le CHU, avant même que le taxi ou l'ambulance n'arrive, le CHU sait qu'il y a un
Voilà l'urgence qui arrive. On installe le plateau technique avant que le malade arrive. Il y a une urgence qui arrive, la personne est en détresse. Dès que la personne arrive directement dans le CHU, on prend immédiatement la personne, on l'amène directement au bloc. Il n'y avait pas un système d'appel de Oteni-Kondi au CHU Tokwe. Donc, quand la femme était dépassée ou bien l'affaire était compliquée, on a cherché le taxi. Vous imaginez le temps d'aller chercher le taxi. Le chauffeur de taxi aussi, il passe entre les voitures avec la coucheuse qui n'a aucun moyen de réanimer le malade. Il n'y a pas de soins dans le taxi. Il arrive là-bas, à l'hôpital, puisque le CHU nous dit que la personne est arrivée déjà morte. Ça veut dire que de Oteni-Kondi au CHU, sur à peine 3 km. Sur à peine 3 km, il n'y a pas eu une prise en charge du malade qui était dans une situation de détresse. La personne arrive déjà décédée et on nous dit qu'il n'y a pas de brancard à la maternité. Que le seul brancard qu'il y avait à la maternité, ça sert à envoyer les morts à la morgue, ça sert aussi à envoyer les vivants à l'hospitalisation. Donc quand ils sont arrivés, le brancard était à la morgue. Vous imaginez ça? Dans un pays indépendant depuis 61 ans, où les gens ont des milliards, où les gens accumulent de l'argent, où nos dirigeants prennent des jets privés pour aller dans les voyages inutiles, où les gens sont dans les avions, classe affaires tous les jours. Il n'y a pas de brancard. Un brancard, ça coûte combien? Un brancard dans un hôpital. Parce que j'entends beaucoup de Togolais qui disent, oui, si l'État ne le fait pas, on n'a qu'à le faire. D'accord, mais c'est l'État qui perçoit les impôts. C'est une fonction régalienne de l'État, c'est une mission de l'État de construire les hôpitaux et de les équiper. Sinon, on devait laisser le pays comme ça en jachère, chacun va équiper ce qu'il peut. À partir du moment où l'État perçoit des taxes et des impôts, l'État a l'obligation de doter les centres de santé, les hôpitaux de matériel. Ferdinand, ce même hôpital où il manque de brancard, l'hôpital a été, on est parti faire hôpital propre. Oui. Quand Erdogan venait. Parce que Erdogan devait venir. On voudrait l'amener là-bas. On n'a pas pu sauver, on est là. Ouais. Mais on est parti faire hôpital propre, on a peinturé des choses juste pour montrer aux Turcs que l'hôpital ça tient. Parce qu'il y a une histoire derrière ça. On va revenir sur ça. Et donc, vous imaginez que s'il y a un malade qu'on doit évacuer de Kara sur Lomé, s'il y a un malade qui est en état d'urgence, qu'on doit évacuer d'Atakpamé sur Lomé, de Palimé sur Lomé, il n'y a pas un système de communication qui permet aux gens de Lomé de savoir déjà qu'un malade arrive, de quoi il souffre et les premiers soins qu'on doit lui administrer. Quand le malade arrive maintenant, on dit, tu as quoi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit pour l'affaire, on est là. Quelle est la justification qu'on donne? Puis s'il y a un protocole, on dit quand il est arrivé, les gens du CHU étaient en train de questionner la coucheuse pour savoir quelle est la situation du malade. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez bien suivi. On disait qu'on interrogeait les accompagnants pour savoir de quoi souffrait. Ça veut dire qu'il n'avait aucun élément. Ce qui ne relève pas. Pendant ce temps, elle était en train de mourir. Je ne sais pas si vous voyez. Donc si Oteni-Kondi avait déjà communiqué l'état de santé de la malade qu'on évacuait, eux, ils n'avaient plus besoin de poser cette question. Eux, ils attendaient avec leur brancard. Dès que le malade arrive, on l'évacue directement, on va au bloc. Pendant que le chemin faisait, l'ambulance devait faire une partie. Et le système du travail. Un système de call center pour relier l'ensemble des dispositifs de santé au Togo, là, ça doit coûter combien? Si on prend l'argent qu'on a dépensé pour accueillir Erdogan, là, on a ça. Conséquences gratuites. Je ne sais pas si vous voyez, on a quoi? Pourquoi on est si méchant envers la population comme ça? Donc ça doit coûter combien, ce système? Maintenant, les ambulances là, ça coûte quoi? On a parlé des sapeurs-pompiers ici qui n'ont rien. Dans un pays où vous vendez les motos comme on vend les petits pains, et il y a les accidents tous les jours. Ce que les Togolais ne savent pas, vous voyez plus de motos dans la ville, mais c'est aussi plus d'accidents. Et quand vous allez au CHU ou bien dans les hôpitaux, vous voyez les gens qui ont les pieds en l'air. Et quand vous faites un accident avec une moto, vous avez au moins une année d'invalidité. Or, vous êtes un débrouillard. Pendant que vous êtes immobilisé, vous n'avez rien mangé. Donc, les motos là sont les motos de la mort, en fait. Plus il y a de motos en ville, plus il y a d'accidents, plus les gens deviennent invalides. C'est ça le pays dans lequel nous sommes. Et personne ne perçoit ça. Et donc, on n'a pas un dispositif dans le pays pour soigner les gens. On a combien de chirurgiens aujourd'hui traumato, avec tous les accidents qu'on a. Je ne sais pas si vous voyez tout ça. Et donc, à partir de ce moment-là, au-delà des CHIFAM, au-delà du personnel qui a aussi sa responsabilité,
la plus grande responsabilité, c'est l'État. C'est l'État. Maintenant, l'État cherche à cacher sa responsabilité dans les petites sanctions. Maintenant, il faut voir aussi les morguiers, les thanatopracteurs. C'est comme ça qu'on les appelle, le terme technique. C'est-à-dire que lui, il a pris l'argent pour un arrangement avec la famille pour extraire un fœtus, alors qu'il n'en a pas droit. Si la famille voulait extraire le fœtus, il fallait faire une demande officielle et donc la famille doit aller payer à la caisse. Ça veut dire que les gens peuvent s'arranger à la morgue là-bas pour faire des trafics d'organes. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire que quelqu'un peut venir donner l'argent à un morguier, à un thanatopracteur qui va faire un trafic d'organes. Je cherche le rein de quelqu'un, je cherche les parties intimes de quelqu'un, je peux lui donner 50 000 francs à la morgue, on va me sortir ça. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc moi je suis d'accord. C'est un lieu de trafic d'organes officieux. C'est une mafia. En fait, ce qui s'est passé dans le cas de Orné là, ça veut dire que la morgue est un lieu officieux de trafic d'organes. Mais c'est clair. Parce que avant que le morguier nous demande, il savait que l'affaire était déjà sur les réseaux sociaux. L'affaire avait déjà éclaté. L'affaire avait déjà éclaté. Mais il devait tirer aussi son gobi. Son gombo. C'est ça. Il devait tirer son gombo. Sur le cadavre. Et ça, on le fait sur le cadavre, un cadavre qui fait objet de dénonciation sur les réseaux sociaux. Et les cadavres dont personne n'a conscience. Qu'est-ce qu'on fait sur le corps? Tu entends ce que je veux dire? Ça veut dire que les cadavres dont personne n'a conscience. La mort de cette dame-là, Orné là, est déjà un problème national. C'est-à-dire que c'est dans la presse, c'est sur les réseaux sociaux. Mais un morguier, sachant même que l'affaire est déjà une affaire d'État, se permet de faire du business. Sur le corps. Mais les corps que personne ne connaît. Les corps que personne ne connaît. Donc voilà en fait ça veut dire que le système de santé congolais qui est un système de santé totalement déliquescent, à l'image de tout le pays. Ce n'est pas... c'est l'État qu'il faut incriminer. Et les Togolais doivent prendre conscience. Quand on parle des hôpitaux, on parle des écoles. Les gens pensent que quand vous le dites, vous êtes contre quelqu'un. On dit tu fais de la politique. On n'est contre personne. C'est pour éviter des cas comme ce qu'on vient de voir là, qu'à un moment donné, il faut crier à l'eau sur les dirigeants. Parce que c'est de leur responsabilité. La dernière fois, Ouattara, ils ont lancé à Boisseau, dans une ville ivoirienne, un hôpital de 53 millions de dollars. Vous imaginez ce que c'est? Dans une petite ville. Sortez de Lomé et rentrez au Ghana. Lui aussi, c'est un dictateur. Hein? Oui, sortez. Macky Sall, tous les hôpitaux que Macky Sall est en train de construire sur l'ensemble des régions, au Sénégal, au Togo, où sont les hôpitaux? Où sont les hôpitaux? Et après, tout le népotisme qu'il y a eu dans ce pays, dans le recrutement du personnel, a fait que, je l'ai dit sur une radio, les petits Mussolini sont devenus des monstres dans l'administration. Vous voulez aller quelque part aujourd'hui faire un papier, un petit fonctionnaire peut vous embêter, alors qu'il est dans le service public, il est payé pour ça. Il devient un petit monstre dans sa zone d'intervention. Ici c'est moi. Tu as tué qui pour me dire? On l'appelle autorité. On l'appelle autorité. C'est le terme consacré. On l'appelle autorité. Et lui, il se lève, l'agent civil, il tape le garde à vous. Donc, ces petits monstres-là, ces petits Mussolini-là, qui sont dans l'administration, sont devenus tellement un problème même pour le pays, au point que, puisqu'on est dans une impunité totale, les gens savent qu'on ne leur fera rien. C'est pour cela qu'il faut encourager les sanctions. Moi, je suis pour qu'on encourage les sanctions. À un moment donné, il faut dire, ça suffit, il faut commencer par punir les gens. Quand on punit une ou deux personnes, les autres vont commencer par voir. En cela, il faut encourager Kokoroko. Oui, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il faut une thérapie dans les domaines qui sont pourris. Vous voyez ce que Abdoulaye est en train de faire. On va revenir dessus. Vous voyez ce qui se passe dans la santé. Vous voyez, par exemple, quand on a puni les morguiers là, moi je dis c'est une bonne chose. Et peut-être même que la sanction devait être plus que ça. Les sages-femmes, ça devait être plus que ça. Pour responsabiliser les gens. Vous allez à l'hôpital, vous amenez des accidentés, les gens sont en train de faire WhatsApp. Les gens sont en train de faire l'accouchement, d'autres sont en train de faire WhatsApp. C'est-à-dire que vous avez, les gens sont à la maternité, il y a des urgences, il y a du travail. Vous avez entre deux accouchements, une sage-femme va voir son téléphone pour voir qui lui a envoyé un message. Elle est en train de faire WhatsApp. Après, il y a des négligences, il y a des gens qui meurent. Vous allez à la pédiatrie, au lieu de sauver les enfants sont en train de faire WhatsApp. Alors que, entre-temps,
vous avez fait une perforation, il y a un sérum qui est en train de partir. Pendant que c'est bloqué, tu ne sais pas que c'est bloqué. Quand on ne demande pas de l'aide d'explication aux gens, quand on ne demande pas de sanctions, on ne fait pas de sanctions, l'administration ne peut pas se discipliner. Moi, je suis pour que nos administrations fonctionnent sur la règle du privé. C'est-à-dire que vous avez des contrats. Au bout de 5 ans, on t'évalue. Si tu n'es pas à la hauteur du contrat, on te laisse. Il y a plein d'autres compétences qui attendent. C'est comme ça que vous allez discipliner l'administration. Si vous continuez pas à laisser l'administration, dès que j'ai trouvé du boulot, je sais que j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Je vais au boulot. Je ne vais pas au boulot. Je suis là pendant 30 ans. Ma veste est accrochée. Ma veste est accrochée à la chaise. Je suis là pour 30 ans. Je suis au bureau, ça. Il faut appliquer les règles du privé à l'administration. Et évaluer les gens. Chaque 6 mois, tu es efficace, on te garde. Tu n'es pas efficace, on te remercie. On te garde, on recrute une personne. Mais Ferdinand, c'est pour que, au moins dans le secteur sanitaire, dans le secteur de la santé, on applique ces règles du privé. Oui. Qu'on allait dans la contractualisation. Oui. La contractualisation est passée où? La contractualisation est passée où? Et aujourd'hui, les gens, on n'évalue pas. Les gens n'ont pas la conscience de l'obligation, parce que c'est en cela qu'on avait réservé un peu les critiques. On a dit, bon, ok, vous avez promis que les hôpitaux seront mieux gérés, ils vont mieux rentabiliser pour mieux répondre à leurs besoins, donc essayez la contractualisation. Mais aujourd'hui, on donne raison à ceux qui avaient fortement douté de cela. Ça aussi, ça a été un projet diversif. Et parlant du cas de Ornella, revenons sur le cas des sages-femmes. Depuis combien de temps on a encore recruté des sages-femmes dans ce pays? Quand vous allez, tu te pointes devant l'hôpital de Baie, et ça c'est en ville, l'hôpital de Baie, à partir de 22h jusqu'à 5h du matin, c'est-à-dire tu as vu une sage-femme à 22h, elle commence pas à travailler. Tu reviens à 5h, 7h, elle sort exténuée. Parce qu'elle est débordée. Elles sont débordées. Et c'est le comble. Quand tu vas dans nos nouveaux, dans les banlieues là, les Hautes-Dourades d'Agoué, les CMS athlétiques, Copé et autres là, mais on te dit, les sages-femmes te disent que bon, chez nous ici, les gens ne font rien, on fait que. Les gens ne font que. Puisque les infrastructures ne sont pas là, le loisir, c'est d'engrosser, c'est sa femme, c'est la femme. Alors quand tu vas dans ce banlieue-là, les sages-femmes travaillent, quand tu rentres, tu montes la garde à partir de 18h, tu travailles jusqu'à 7h du matin, tu n'as même pas encore fini. Ça vient seulement. Et à chaque fois, on demande recruter du personnel, augmenter l'effectif. On ne fait pas. Pendant ce temps, on recrute à la police. Et dans l'armée. Actuellement, c'est les fonctionnaires de police qu'on va encore recruter. Alors qu'on a formé plusieurs promotions à l'école de police à Davier, qui sont sortis. Plusieurs commissaires n'ont même pas de bureau. Et l'année il y a de cela 2 ans. On voit que certains commissaires sont devenus des gestionnaires de marché. Effectivement, les commissaires sont devenus des gestionnaires de marché pendant que la carte nationale d'identité, ça traîne. On n'arrive pas à délivrer la carte nationale d'identité. Le personnel là, qui est là actuellement, qu'on a recruté il y a de cela 2 ans, ils font quoi? Quelle est l'utilisation qu'on fait des ressources humaines? Ça, c'est l'autre problème. Est-ce qu'on fait une utilisation optimale des ressources humaines? Est-ce que les gens ont la compétence avant qu'on les recrute? Parce que quand on met la politique en tout là, c'est ce qu'on obtient. Moi, je ne comprends pas qu'on a déclaré déjà à ce gouvernement qu'il y a de cela 5 ans que les dépenses affectées à la santé sont en train de dégraisser. On est passé de 9,1% du budget à moins de 5%. À moins de 5%. On a tiré sur la sonnette d'alarme. Ce que les partenaires donnent représente le 51%, ce que vous donnez, ça fait à peine 15%. Et même cette portion a diminué. C'est Fonia Simi qui est allé à New York, l'État de Humboldt, pour dire non, ils vont faire l'effort d'augmenter la part qu'ils versent là, à 5%, ils vont aller à 7, 8%, et ils demandent que les partenaires les accompagnent, mais qu'on leur apprenne également comment augmenter leur contribution. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Qu'est-ce qui a été fait? Pendant qu'on lançait Ouzou et Karma et Moscoka là, on n'a pas inclus dedans le recrutement du personnel qui doit, le personnel qui doit faire le travail, renforcer leur capacité, le plateau technique, etc. Il y a quelque chose, Joël, que je ne comprends pas. Et quand j'y pense, je me pose plusieurs questions.
Ça fait bientôt 17 ans que Faure est au pouvoir. 17 ans. Quand je vois au Burkina, au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, les gens qui ont fait un seul mandat ou qui sont dans leur deuxième mandat, ils ont conçu des hôpitaux dans toutes les régions et des hôpitaux de haut niveau avec des plateaux techniques très élevés. Très élevé. En 16 ans de pouvoir. Et ils n'ont pas eu besoin de partenariat avec Erdogan. Mais ils n'ont pas eu de partenariat avec Erdogan. On va parler d'Erdogan seulement. Ils n'ont pas eu de partenariat avec qui que ce soit. En 16 ans de pouvoir, alors que déjà en 2010, nous sommes sortis de la zone PPTE, on a atteint le point d'achèvement et qu'on a eu beaucoup de retours d'argent. Beaucoup de retours d'argent. Beaucoup de retours d'argent. Et quand on voit ce que nous-mêmes nous générons, parce qu'on a tellement de ressources, je ne comprends pas qu'en 16 ans de pouvoir, le régime de Faure Gnassingbé n'a pas pu doter chaque région d'un hôpital équipé et que les préfectures environnantes de ces régions-là, on puisse rénover les CHP, les équiper. Je ne comprends pas. Ça dit que j'ai un problème particulier par rapport à ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que c'est un manque de moyens? Je ne crois pas. Est-ce que c'est un manque de vision? Est-ce que c'est un refus catégorique de développer le pays? Je ne comprends pas pourquoi les Togolais qui sont par exemple à Kara, qui est là, moi j'insiste là-dessus, qui est la région de où les gens disent c'est nous. C'est nous qui sommes au pouvoir. Les gens qui tapent leur poitrine disent c'est nous. C'est nous le pouvoir. Et que dans cette région-là, les gens soient obligés d'aller à Tanguita ou à Djougou au Bénin pour se faire soigner. Je ne comprends pas que des gens qui sont à Dapao doivent aller au Burkina pour se faire soigner. Alors que dans ces zones-là, qui sont réputées des zones très pauvres selon les rapports, on aurait pu construire des hôpitaux, les équiper, recruter le personnel, équiper, faire les ambulances, avoir des ambulances. Mais le Ghana a acheté des hélicoptères médicaux. Le Ghana a... Mais attendez, le Ghana... Ils sont même en train d'essayer aujourd'hui les drones médicaux. Oui, le Ghana a des drones médicaux. Que le Rwanda a réussi. Le Ghana a des drones médicaux. Le Ghana a commandé 3 hélicoptères pour la police ghanéenne. Je dis la police ghanéenne. Au Togo, la police n'a même plus de voiture. Les commissaires n'ont plus de voiture. Les commissaires circulent avec leur propre voiture. Les policiers qui sont dans la rue vont avec leur Aoudou. Ils n'ont plus de motard. Et sans plaque. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre que Faure Gnassingbé a les meilleurs conseillers de ce monde. Les Tony Blair, les Strauss-Kahn, les Carlos Lopez, citez-les-moi. Tout ce qu'il trouve de bon, il prend. C'est-à-dire qu'il a tous ses conseillers et que pendant 16 ans, on n'a pas été capable de construire par région un hôpital, de renforcer les hôpitaux de préfecture. Et que le seul projet qu'on a lancé tambour battant, que pilote la caisse de sécurité sociale, et que le ministre nous a vanté, qu'il nous invite à l'inauguration, on en est encore à monter les échafaudages maintenant, et qu'on construit cet hôpital de référence dans une zone marécageuse. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je sais qu'ils sont nombreux à suivre cette émission. Moi, je les interpelle. Eux, ils ont l'argent pour aller se faire soigner à l'extérieur. Ils ont l'argent. Mais ils ont quelqu'un dans leur famille qui n'a pas l'argent pour aller se faire soigner à l'extérieur. Ça ne les intéresse pas. Et que chaque week-end, non, ça les intéresse. Parce que chaque week-end, ils vont au funérail. Oui, mais c'est un plaisir pour eux d'aller au funérail. Parce que c'est au funérail qu'on les appelle autorités. C'est un plaisir. Mais les gens prennent. Ça dit, c'est au funérail. Attends, Ferdinand, quand le Saint-Faute avait grévé, on a dit que la morgue, souvent quand le Saint-Faute grève, les autorités s'arrangent pour que la morgue ne grève pas. Ouais. Quand le Saint-Faute avait grévé, on a fermé la morgue, mais il fallait voir comment le téléphone sonnait. Et on se demande pourquoi les autorités prennent tant plaisir à sacraliser le mort. C'est là où on a compris qu'ils ont quelque chose à tirer, qu'à chaque fois qu'ils vont au village, on fait les funérailles là. Et on dit, c'est tel ministre, et le ministre va venir. Tout ce qu'on fait avant, c'est quand l'autorité vient, que les funérailles commencent, parce que vous devez venir lui faire allégeance. Je te laisse continuer. Et donc, tu veux que j'ajoute,
quand on parle de... Moi, je dis, ils ont plaisir à avoir des morts dans leur famille parce que vous ne pouvez pas être là. Vous voulez construire l'hôpital. Vous savez que vous avez les moyens d'aller vous soigner. Vous voulez construire l'hôpital. Que vous choisissez d'aller construire dans la boue. Ça veut dire que vous n'avez pas... C'est pas par plaisir que vous offrez cet hôpital. Et c'est quel type d'hôpital? C'est un hôpital Des riches. niveau 4. Des riches. Des riches. Est-ce que c'est à leur famille? C'est pour leur famille construire cet hôpital? Des riches. Non. Des riches. Et ils ne sont pas pressés de le construire parce qu'ils savent que bon, même si l'hôpital est même 10 ans, pendant ces 10 ans, nous on faut l'argent du pays, on peut aller se soigner ailleurs. Donc, ils n'ont rien à foutre de leur famille. Un médecin me racontait une altercation qui a eu lieu à l'hôpital à Kara quand un ministre s'est évanoui dans leur séminaire gouvernemental et qu'on l'a amené à l'hôpital de Kara où il n'y avait rien. Ça a commencé par se tirailler, les coups de fil, tout ça. Pourquoi? Et ce ministre a été évacué à Lomé. Et récemment, il est parti en France se soigner. Je ne sais pas s'il est encore revenu. Vous savez de qui je parle. Comment est-ce que dans un pays comme le nôtre, les gens choisissent sciemment de bloquer le développement de leur propre localité, de bloquer la construction des infrastructures, alors qu'eux, ils ont la possibilité tout le temps de prendre l'avion d'aller se faire soigner. C'est criminel. C'est plus que la sorcellerie. Je ne sais pas si vous voyez. Non, c'est plus que la sorcellerie. Et donc, mais ils oublient que des gens qui sont proches d'eux. Parce que moi, Joël, toi, si tu as aujourd'hui les moyens d'aller se faire soigner à Biassa, ou je ne sais pas, à la clinique, le cœur, je ne sais pas quoi, tous les membres de ta famille n'ont pas les moyens de le faire. Alors, tu es bien obligé demain d'aller enterrer quelqu'un. Et d'aller faire des dépenses pour enterrer quelqu'un. Et c'est comme ça que chaque jour, chaque week-end dans nos familles, il y a des morts qu'on va enterrer parce qu'eux n'ont pas les moyens de se soigner. Pendant que nous avons amassé de l'argent, on prend tout le temps l'avion pour aller se faire soigner. Mais il y a parfois des urgences qui ne prennent pas l'avion. On a connu ça dans ce pays. Il y a des urgences qui ne prennent pas l'avion. Vous voyez. Et donc, à un moment donné, il faut interpeller leur conscience, s'ils en ont encore. C'est pour ça que, à travers ces canaux-là, nous profitons pour leur parler. Pour le bien de nous tous. Pas seulement parce qu'on est contre quelqu'un. Nous, on prêche. On prêche pour le bien de tous les Togolais. Parce que le gars qui est à Kara, le gars qui est à Dapamon, le gars qui est à Guérékouka, le gars qui est à Takpamé, le gars qui est à Palimé, et quand il va à l'hôpital et qu'il y a une complication et qu'on doit l'évacuer sur Lomé, il a à peine 20% de chance de vivre. Parce que d'abord la route. C'est ça. La route même c'est un enfer. La route même pour t'évacuer c'est un enfer. L'ambulance il n'y a rien dedans. La route est partie de la maladie. L'ambulance même il n'y a rien dedans. Pour te faire les premiers soins jusqu'à arriver à destination. Il n'y a pas d'oxygène dedans. Il faut prier ton Dieu d'arriver à destination. Maintenant, nos hôpitaux, avec les services d'urgence inexistants, dès qu'on amène quelqu'un, un cas urgent, on ne peut même pas lui administrer les premiers soins. Avant même, ça dit que ce que Joël appelle souvent l'humanisme, avant même de demander l'argent, on dit allez prendre un bon, alors que le gars est en train de mourir. L'hôpital n'est même plus humain. C'est pour ça que je dis que c'est l'hôpital qu'il faut soigner. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des cliniques à Lomé. Je ne vais pas faire la publicité d'aucune clinique. Il y a certaines cliniques à Lomé. Moi-même, j'ai fait l'expérience. Vous allez là-bas, on vous soigne d'abord et vous payez après. Ça veut dire que même dans le privé où les gens ont créé des cliniques pour avoir un peu d'argent, ils ont un cœur. Ils ont gardé le côté humain. Comment ça s'appelle ça? La mission sociale de l'hôpital. Il y a des cliniques à Lomé. Quand vous allez, vous avez un cas, vous allez, on ne vous oblige pas à aller payer, comment vous appelez ça, le bon, tout ça, comment vous appelez ça, oui. Non, on vous soigne d'abord. On vous soigne. Et puis après, on vous fait une facture. Si vous n'avez pas les moyens, ce que vous allez vous payer, après vous payez le reste. On gère. L'essentiel, c'est qu'on sauve une vie. Mais comment est-ce que les privés font ça à Lomé et que l'hôpital public n'est plus en mesure aujourd'hui de prendre des cas d'urgence? Tous ceux que les sapeurs-pompiers évacuent là, dans les lieux d'accident, on les envoie à l'hôpital, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. À même le sol. À même le sol. Ils sont là même, à même le sol. Puisqu'on n'a pas eu de brancard pour transporter, on est là. Oui. À même le sol. On n'a pas eu de brancard. Pourtant, l'hôpital bénéficie. Mais on va faire une émission sur le détournement du matériel médical aussi. Donc, le détournement du matériel médical. Parce que l'hôpital. Les Togolais qui nous suivent doivent comprendre que le combat pour les hôpitaux, le combat pour les écoles, le combat pour les routes, le combat pour je ne sais quoi, sont des combats citoyens que nous tous nous devons mener. Sans couleur politique. Sans couleur politique. Ça n'a rien à voir avec la couleur politique. Ceux qui nous dirigent. Même si nous sommes en bleu-blanc. Oui, ceux qui nous dirigent. Oui, ceux qui nous dirigent, chaque année, il y a
quel budget qu'on vote pour eux, pour travailler pour le pays. Et une fois qu'ils ne nous font pas de bilan, nous devons mettre la pression sur eux. Pour que, parce qu'eux connaissent le bien. Ils savent prendre les jets privés pour aller se soigner. Pourquoi ils nous laissent comme ça, nous? On doit les obliger à doter le pays d'hôpitaux équipés, plateaux techniques, tout. C'est une obligation. Même si nous devons nous révolter pour ça, il faut le faire. Ça n'a rien à voir avec la couleur politique. Celle qui se meurt qu'on est là, est décédé à l'hôpital, c'est eux qui gouvernent. C'est maintenant qu'elle sait que c'est comme ça se passe. Non, c'est maintenant qu'ils se rendent compte que l'hôpital, que son régime nous a laissé l'hôpital même malade. Il faut soigner l'hôpital. Vraiment.